Même si elle est parfois émaillée et jonchée de difficultés, nous pouvons tous attester que la vie est belle et mérite toute notre attention. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. Eh bien, aujourd'hui, au sommaire, je me sens coupable de la mort de mon meilleur ami. Je suppose que ce ne doit pas être très facile pour lui. Sur le plateau, avec moi, vous retrouverez donc Dr Philo, notre docteur en humour. Eh bien, qu'est-ce qu'il a prévu aujourd'hui? Restez donc en notre compagnie pour le découvrir. Et puis ensuite, je vois cachée. Elle se cache, mais je la vois quand même. C'est la nouvelle meilleure amie de Dr Philo, Aya Lebel. Elle s'occupera de tout ce qui est bien-être. Et on n'oublie pas donc la dame des TIC, la nièce de Zuckerberg. Eh bien, bonjour Méliane, tu vas bien? Voilà, on la retrouvera aussi. Il me fait aussi dos. On découvre son visage. Il s'occupera donc de tout ce qui est information culturelle. C'est Jean-Michel Aulin. On a reconnu ta tête, hein? Voilà, ils sont tous présents. Vous aurez bien évidemment des invités surprises et des troupes faites au cours de cette émission. Mais pour l'heure, laissez-moi vous dire qu'il est 12 h. Et à 12 h, on est en direct. Et c'est midi! C'est maintenant! On fait la fête avec ce midi. Et oui, et oui, nous sommes aujourd'hui lundi 19 septembre 2015. Eh bien, nous démarrons la semaine avec Fast. Pour nous, chaque jour est un jour de fête. Aya Lebel ne dira pas le contraire. Hein? C'est un jour de fête. Alors, dis-moi tout. Est-ce que tu as eu un bon week-end? Tu as passé un bon week-end? Un très bon week-end. On a eu beaucoup de pluie ce week-end, mais on a tout fait quand même pour passer de bons moments ce week-end. Et toi, Méliane? Oui, j'ai eu un week-end rempli d'émotions. Mais on va dire que tout ce qui Mais c'est arrive, positif, hein? Positif, pas forcément, mais ça bon. ne t'empêche pas de garder le sourire. Ça fait partie évidemment. de la vie, hein, les difficultés, les épreuves. Et je veux m'adresser à un cultivateur qui nous rend visite. Dr Philo est là. Merci. Oh, merci. Voilà. Ça va. Non, je suis inquiet. Quand vous criez Philo comme ça, je me demande si c'est à cause de ma production. Waouh, je sais pas. C'est à cause de quoi vous criez comme ça? Ma production. Vous m'aimez? Vous aimez ça là? Non. Qui a dit non? Ah, bon. Donc, après l'émission, juste, hein, j'ai ma plantation derrière la RTC. Vous allez mettre. On va aller faire bouturage, couturage, tout. Voilà, ça c'est ma vie qui est là. C'est ma vie. Voilà, c'est ma vie. Quelle idée de venir sur le plateau avec une machette. Oui, non, le champ est tout près ici. Donc là, je ne peux pas. Voilà. Mais il faut poser la machette. Hein, oui, parce non. que nous, on tient à notre ça vie. Fait pas, c'est pour couper, c'est pour tailler les plantes de choses. Voilà. Donc, voilà. Donc les sacs là, c'est pour les trucs. Sac, là, voilà. Oh, pardon. Non, c'est pas pour que. On ne peut plus je viens de rien remplacer les trucs là. Voilà. Voilà. Philo, mais on n'a pas besoin d'aller à l'école pour réussir. Regarde, mon épouse, elle n'est pas là à l'école. Oui. Elle n'est pas là à l'école. Au quartier, hier soir. Oui. Hier soir, sa camarade lui dit, bon, comment elle a maigri un peu. Elle dit, Madame Philo, tu as maigri, regarde comment tu as fondu. Elle dit, ma chérie, laisse-moi à ma fondation. Au quartier, depuis hier, tout le monde appelle ma femme fondation. Mais matin, là, avant que je prenne la machette pour le champ net, on a reçu une note du ministère de l'Agriculture. Et elle est nommée PCA d'une fondation, une ONG. Ah, c'est bien, bravo. On n'a pas besoin de... Bravo à elle. Hein? Voilà. Alors,
En attendant de célébrer donc la promotion de ton épouse, docteur Philo, je veux tout simplement te dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de la culpabilité. La culpabilité, tu sais ce que c'est la culpabilité, peut être définie comme étant un sentiment de faute. Et ce sentiment de faute peut être réel comme imaginaire. Je me sens coupable de la mort de mon meilleur ami, c'est donc le thème du jour et je vous laisse tout de suite en compagnie de docteur Philo pour son décryptage. Merci. C'est bien, on parle de culpabilité. C'est un mot voisin à la culture. Et donc, nous, les paysans... La culpabilité. Culpabilité et culture, c'est des homophones. C'est des homophones, culture, culpabilité. Mais ça dépend des dispositions dentaires. Ok. Voilà. C'est une personne... Voilà. Donc, je voudrais d'entendre saluer le courage de cette personne. On va parler d'affaires de chronique là d'abord. De ce monsieur, c'était un courage vraiment d'envergure. Il faut saluer son courage. Combien d'entre nous, combien de personnes d'entre nous ici qui n'a jamais été coupable de quelque chose, mais qui a le courage de l'avouer? C'est ce qu'on appelle la rétrospection intellectuelle, au fond de soi-même. Vous voyez un peu? Voilà. C'est pas parce que je suis paysan que je suis dépaysé partout. Donc c'est pour vous dire que les Anglais parlent de comeback. Vous voyez un peu? Comeback grown in tough for intellectual boy. Vous voyez, chaque fois dans la vie, il faut faire une rétrospection dans la vie. Qu'est-ce que je fais bien fait pour ma société, ce que je dois ou ce que je devais faire. Et c'est ce que notre invité a fait. Vous voyez un peu. Donc, quelque part, souvent, ce qui envoie ça, c'est la mauvaise compagnie. Je voudrais vous donner des conseils. C'est la citation de Félix Houphouët-Boigny, là. En anglais, là. Oui, c'est... Non, qu'ai-je fait, là? Bien fait. C'est oui. ai-je fait. Ai-je fait, bien fait. Pour mon pays, non, pour ma société, ça change. Ah, ça change maintenant. Pour ma société, voilà, ça change parfois. Et donc, c'est la mauvaise compagnie qui envoie ça. D'accord. Il y a des gens, c'est pas parce que tu es avec quelqu'un, il a les moyens que toi, il est assis financièrement, que tu ne peux pas lui dire la vérité. Non. Hein? Vous voyez dans les maquis, des gens lui qui payent la boisson. Il ne sait même pas danser, il ne vaut rien, mais personne, ceux qui boivent, ne peuvent pas lui dire qu'il ne sait pas danser. On l'accompagne. Et il est comme ça. C'est quel danse là? Et puis on dit il est fort. On l'applaudit. Vous les femmes, vous-même les jeunes filles, ça vous a, quand tu t'as prêté body, tu t'as prêté collant toujours là, tu ne peux pas dire à ta camarade laquelle se prostitue. Tu ne peux pas. Quand quelqu'un veut la critiquer, tu dis laisse-la. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Donc il faut dire. D'accord, Philo. Voilà. Ta camarade change de copain, André change d'habit. Tu ne peux pas lui dire la vérité parce qu'elle a l'argent que toi. Et donc, c'est quelqu'un à saluer. Il a eu le courage de venir témoigner, surtout la mort, perdre un proche, un ami intime. C'est la vie qui est partie. Donc, les amis de la vie sont là pour témoigner que la vie est tellement importante. En tout cas, belle transition. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc, en conclusion. Oui, avec ce courage, je dirais que notre coupable est un homme capable. Voilà. Le coupable est un homme capable. Est un homme capable. Voilà. Sans commentaire. Merci beaucoup. On applaudit encore très fort docteur Philo. Abordons à présent la question du micro-trottoir qui est généralement la problématique de notre sujet. Votre meilleur ami vit dangereusement. Que faites-vous? Voici quelques réactions. Si un ami qui est dans les difficultés, qui est dans les faux trucs à moi, je préfère lui donner des conseils. Je vais lui donner des conseils. Maintenant, s'il n'écoute pas, ça tient qu'à lui. Je crois que c'est sa vie, c'est pas la vie de quelqu'un. C'est lui qui doit prendre la décision d'échanger. Ce n'est pas ses parents ou une autre personne vient, c'est lui qui doit prendre la décision. Si j'ai une amie qui se comporte mal, que je lui donne des conseils, qu'elle n'accepte pas, mais je la laisse. Si mon ami vit dangereusement, bon, je peux moi-même d'abord donner des conseils à mon ami. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas normal. Va, ou bien soit il va voir ses parents, et puis bon, on trouve, comment dirais-je, une solution au problème de mon ami. Soit l'amener à l'église pour qu'on prie, voir un pasteur pour qu'on prie pour que sa vie change. Quelque part, je me dis que tout dépend de la manière dont il vit en famille. Et soit peut-être qu'il a les parents qui ne sont plus et qui vivent dans une situation à la maison très très dangereuse. C'est pourquoi il se met dans cette situation. Bon,
ce que je peux faire pour qu'il puisse sortir de cette situation, c'est de lui venir en aide. C'est d'abord savoir ses besoins pour qu'il puisse sortir de cette situation. Maintenant, bon, au cas où il refuse d'accepter ce qu'on lui dit, ce qu'on lui propose aussi, bon, vraiment, on va voir dans quelle situation l'emmener pour qu'il puisse changer. Voilà. On est de retour. Je me sens coupable. Je me sens coupable de la mort de mon meilleur ami. Je rappelle que c'est le thème du jour et nous allons recevoir tout de suite notre invité témoin. Je vais vous demander de m'aider à le recevoir. Son nom, c'est Hakim Jimo Jinandou. Hakim Jimo Jinandou, bonjour. Bienvenue. Installez-vous. On est très content de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Merci, madame. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ah, ça fait quoi? C'est la première télé? Oui, c'est ma première télé par la grâce de Dieu. Vous avez un peu le trac? Non. Ça va? Vous êtes un homme serein? Oui, On peut l'applaudir. Alors, je rappelle le thème, je me sens coupable de la mort de mon meilleur ami et l'histoire remonte en 1987, c'est bien cela? Oui. Tout d'abord, je tiens d'abord à dire merci à la direction de la RTI. Parce qu'à travers cette canal, il y a plein de choses qu'ils font et que je pense bien que c'est le Seigneur seulement qui sera béni tous ceux qui travaillent dans cette boîte au nom de Jésus. Amen, merci beaucoup. Donc, l'histoire commence en 87 précisément. Au fait, nous étions un groupe de jeunes gens. Nous menons notre vie de la manière dont nous l'attendons. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes vivent de la manière dont nous vivons à l'époque dont je disais. Donc, ils vivent comme ça aussi aujourd'hui, comme ça. Donc, on est resté dans cette mouvance-là. On continuait de vivre comme on l'attend. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Mais c'était quoi exactement? Parce que ici, on parle de votre meilleur ami. Et vous parlez aussi des jeunes qui vivent. Parce que comment est-ce que vous viviez à l'époque? C'est mon camarade, mon meilleur ami. Et voilà. Donc, quand je dis on vivait, on va, on sort, on fait les shows, on va en boîte, on va dans les maquis. Mais la situation, c'était quoi? Moi, quand je sors, j'avais un objectif, au fait. Mon objectif, c'est que mon lendemain, je ne jouais pas avec. Mais c'est trouvé que malheureusement, il y avait l'un de nos amis, lui, sincèrement, il n'avait pas de choix, au fait. Un, il est rentré dans la drogue. De deux, les filles, il n'avait pas de choix, au fait. Toutes les filles qu'il trouvait, il partait avec elles. Au fait, ce qui me fait un peu mal aujourd'hui, c'est que à l'époque, on n'a pas eu le courage, surtout ma personne, je n'ai pas eu le courage de lui dire, mais tiens, peut-être... Qu'est-ce qui vous freinait? C'est parce qu'il avait beaucoup plus de moyens que vous? Oui, parce que déjà, lui, il a perdu, je crois, sa mère très tôt, et il a eu un compte bancaire, et de deux, il avait pour un père qui était un député, je crois, un préfet, voilà, et retraité. Donc, ils étaient dans une grande villa, et là, vous voyez... Donc, quand il avait un certain pouvoir un certain pouvoir, voilà. Donc, je pensais mieux, on pouvait peut-être appeler un de ses grands frères et lui dire, ah, voilà ce que mon ami fait. Mais je n'ai pas eu le courage. Et on est resté dans cette mouvance-là. Et moi, j'ai pris une décision. Est-ce que c'est une histoire de courage? Peut-être même que vous n'y pensez pas du tout. Parce que ce qu'il faisait vous arrangeait. Il vous payait à boire. Vous étiez dans les maquis. Non, en fait, il ne me payait pas à boire. Parce que moi-même, mes parents étaient aisés. Parce que vous faisiez quoi à l'époque, vous? Oui, je vendais des véhicules. Déjà à l'époque, en 87, déjà, les moyens étaient là. Donc, c'est pour que j'avais ma propre voiture et je partais partout. Donc, ça allait, quoi? Oui, ça allait. Il n'y avait pas de soucis. Pourquoi vous n'arriviez pas à lui dire, c'est vrai, on s'amuse, on est jeune? C'est ce qui arrive aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que moi, j'ai eu le courage de venir en parler. Bien évidemment. Parce que quand nous sommes des amis, vous voyez, il y a des amis qui sont même plus importants que notre famille. Quand je dis plus importants, ça veut dire qu'ils sont frères pour vous, comme des frères. Donc, aujourd'hui, je me sens un peu mal. Ce dernier n'est pas là. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, on est resté dans cette mouvance-là. Moi, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Vous voyez, vous comprenez? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Non, vous savez... J'étais ambitieux, au fait. Malgré qu'il faisait ces amusements-là, moi, j'étais très ambitieux. Donc, il y a certaines choses que je ne pouvais pas me permettre. Voilà, la drogue, en tout cas, les femmes agro, même l'alcool. Il y avait une limite pour moi. Aujourd'hui, vous allez voir, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui mettent à la sortie du maquis, là, nous voyons des accidents qui se passent. Donc, c'est ça. Donc, il faut au moins réfléchir. Dis-toi que ton lendemain aussi est important. La vie est très précieuse, on ne doit pas jouer avec. Donc, on est resté dans cette
ceux qui applaudissent le plus, c'est les amis de la vie. Oui, la vie est très importante. Il faut qu'on le... Parce que notre Créateur, ce qu'il a fait, c'est important. L'homme est la chose la plus importante sur la terre. Tout à fait. Oui, plus important que l'argent elle-même. Je vous assure. Si quelqu'un sait vivre sa vie, et que vraiment il vit sa vie selon la loi de Dieu, les principes de Dieu, je vous assure que cette personne, même s'il a 10 000 francs par mois, il va s'en sortir. Parce que l'amour, la vie que Dieu lui donne, la respiration qu'il lui donne, il ne peut pas l'acheter. Il ne peut pas l'acheter. Voilà. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Voilà ce qui va se passer concrètement. Moi, j'ai pris la décision d'aller aux États-Unis. C'est trouvé que mon père avait pour frère qui travaille à l'aéroport du Nigeria, en fait. D'accord. Je suis quitté en Côte d'Ivoire avec mes moyens. Arrivé là-bas, et malheureusement, moi-même, j'ai eu des problèmes. La première personne qui est venue vers moi, il n'était pas honnête. Et ce dernier, il a détourné mon argent. Oh là. Vous voyez, vous comprenez? Voilà des choses qu'on parle. Parce que quand on est malhonnête, ça fait partie de la vie que certaines personnes mènent. C'est pas bien d'être malhonnête. Moi, j'ai une ambition. Voilà il a freiné mon ambition. Étant quelqu'un très ambitieux, je suis resté là chercher un autre moyen. Parce que le plan A n'a pas marché, il faut maintenant chercher le plan B. Le plan B, je suis allé au stade Surulere de Lagos. Arrivé là-bas, il y avait une société... Vous êtes Nigérien d'origine? Oui, d'origine. Mes parents... Ils sont venus à l'époque 1960 en Côte d'Ivoire, je crois bien. Alors vous êtes un Ivoirien maintenant. Oui. Je suis en train de même faire ma nationalité bientôt. Je vais avoir les papiers. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je suis allé à Surulere. Arrivé là, j'ai trouvé une société française. Je ne sais pas si je peux dire le nom ici. Nom de la société pour voilà. La Donc, pub. cette société, qu'est-ce que je voulais dire? Eux, ils sont venus pour installer les instruments pour la transmission de la Coupe du Monde en 1999. Voilà, donc c'est trouvé qu'ils avaient besoin de quelqu'un là, qui allait quand même s'exprimer et en français, en même temps en anglais. Et moi, Dieu merci, quand je suis arrivé au Nigeria avec les soucis que j'ai eus, automatiquement, j'ai commencé à m'adapter un peu. Parce que là, il fallait maintenant, parce qu'il n'y a personne pour m'aider là. Tout à fait. Voilà, donc je me suis adapté rapidement pour pouvoir maîtriser un peu les atouts, parler un peu l'anglais. Donc quand ils m'ont vu, on s'est salé en français, ils m'ont dit, mais tiens, vous êtes au Nigeria ici? J'ai dit non, je viens de la Côte d'Ivoire, mais quand même, je suis resté avec un peu de temps. Mais ils m'ont dit, est-ce que je peux m'exprimer un peu? J'ai dit oui. Il dit, ça les arrange. Donc, je peux travailler avec eux. Donc, on a fait un travail de 2 mois et demi. On va quand même aller un peu plus vite. 2 mois et demi, travaillez avec eux pendant combien de temps? Vous restez au Nigeria? Oui, 2 mois et demi, nous avons travaillé ensemble. Donc, après cela, j'ai décidé de revenir en Côte d'Ivoire. Et là, c'est en quelle année vous décidez de revenir? Là, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. La guerre même s'est passée derrière moi. Quand j'arrivais, je suis arrivé... De 2002 ou oui, je suis arrivé, je crois, en 2002. Hein. 2002, d'accord. Je suis arrivé en 2002. Donc, quand je suis arrivé, mon premier réflexe, c'était de rencontrer mon camarade. Bien évidemment. Oh là là, je suppose que vous aviez peut-être perdu le contact. Non. Quand je suis arrivé, je connaissais chez lui tout et tout. Bon, vraiment. Non, au Nigeria. Lorsque vous étiez au Nigeria, est-ce que vous étiez toujours en contact? Non, vous savez, quand on voyage, il faut d'abord atteindre l'objectif. C'est ça. Maintenant, après cela, tu peux chercher à voir les gens, mais tu n'as pas encore... atteint ton objectif, déjà tu appelles les gens, c'est Vous disiez que c'était votre meilleur ami. Oui. Donc n'attendez pas d'avoir les moyens véritablement avant de l'appeler. Non, quand je dis moyens... 200 francs appel cabine quand même. Oui. Mon meilleur ami. Au fait, vous savez, à l'époque, quand je dis à l'époque, vous voyez, la relation qui était entre nous les jeunes, c'était fort. C'est un parent pour moi, c'est un frère, un ami très important. Donc, si je suis à côté ou loin, en tout cas, son cœur avec moi, et c'est que ce que je suis en train de penser, c'est ce qu'il pense aussi. Donc pour lui, par la grâce de Dieu, ça ira. Donc c'était comme ça, et c'est qu'il pense à cela aussi. D'accord. Donc finalement, vous revenez en Côte d'Ivoire? Donc finalement, avant que je ne revienne, voilà que vraiment Dieu a me fait un truc que je ne m'attendais pas. Vous savez, Dieu a sa manière de faire les choses. Hein. J'ai fait la connaissance de quelqu'un vraiment qui est très, très, très merveilleux, qui était le Seigneur Jésus. Vraiment, il est venu à mon... En tout cas, il est venu pour m'enlever dans cette situation. Donc, quand j'ai vu cela, j'ai dit, mais tiens, mais nous étions où là? Ah, je me rends compte que je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Oh là là. Ah, j'ai coulé des larmes, je vous assure. Donc, quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, le premier réflexe, c'était de voir mon ami Narcisse. J'imagine que vous revenez avec de meilleures intentions. Mais je vous assure. Dans le genre, je vais parler à Narcisse. Oui, à Narcisse. Lui dire que, voilà, la vie qu'on menait là, il faudrait qu'on arrête. Voilà. Mais je vous assure que, malheureusement... Et vous tombez sur quelle nouvelle?
celui qui va me parler même, j'ai l'impression qu'il ne sait pas qui je suis pour Narcisse. Carrément, il me dit non, Narcisse, elle a eu un VIH, il est décédé. Il est décédé. Il est décédé. Et là, ça a été quoi, votre réaction? Ça a été comme un poignard. Ça m'a très fait mal. Je vous assure, je n'ai pas digéré cela parce que je ne m'attendais pas à ça. Il est décédé en quelle année? Je crois 1 an avant que je n'arrive. Hein. 1 an avant que je n'arrive. Et à vous entendre parler, on a l'impression que jusqu'à présent, ça vous ronge. Non, mais vous savez, aujourd'hui, j'ai une famille. Je me suis marié légalement. Et Narcisse pouvait faire autant aussi. Et sa femme allait connaître ma femme. Et comme ça, on allait faire chemin encore ensemble. Vous voyez? Tout à fait. Non, mais c'est la vérité. Tout à fait. C'est la vérité. Donc moi, aujourd'hui, ça me fait un peu mal. Hein, j'ai l'impression que je suis un peu seul. Parce que c'est quelqu'un vraiment partageait beaucoup de choses. Vous comprenez? Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Hein? Mais si Narcisse était là, mes enfants avec ses enfants, ils allaient jouer ensemble. C'est clair. Ils allaient peut-être même un jour voyager ensemble. C'est clair. Dans quelle année? C'est ça. Bon, il je dit peux pas. Voilà. Si vous êtes arrivé en 2003, je suppose qu'il est décédé en 2002 à la suite du VIH-Sida. D'accord. Méliane, on a quelques réactions Facebook. On a Adamant Doumbia qui dit c'est l'amour de vrai pour lui qui te fait ressentir cela. Donc c'est le sentiment d'amour vrai que tu as pour lui qui te fait ressentir cela. Mais sache que de là où il est en ce moment, il te regarde, il est très fier de toi. Car moi aussi, j'ai eu ce sentiment quand j'ai perdu mon meilleur ami. N'y pense plus et prie toujours pour lui pour que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Et on a Nguesson Akissi Marcel qui dit « Ne le sois pas. Je sais que dès l'instant où tu parles sur le plateau de ce midi, ta culpabilité s'enlève. Alors dis Amen. » Amen. Voilà. Oui, en fait, moi, la question que je me posais, c'est la culpabilité de ne pas avoir vu quand vous étiez jeune le danger. La culpabilité vient d'où en fait? Au fait, d'abord, je vais dire quelque chose. Les parents doivent quand même suivre un peu les enfants. C'est important. Même à l'âge de 20 à 25 ans, il faut les suivre. C'est très important. Il faut savoir avec qui... Parce qu'ils ne sont pas toujours responsables. Oui, parce qu'ils sont pas... Quand on sort, on n'est pas responsable. Je vous assure, un jour même, je suis sorti avec ma voiture et avec mes amis dedans. Les véhicules viennent et puis on les fait face. Comme ça. Vous vivez dans comme des fous. Vous n'avez pas peur. Mais je vous assure, c'est dommage. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui nous monte à la tête, mais vraiment. Mais qu'est-ce qui vous a exactement motivé à venir nous partager cette expérience? Non, mais vous savez, c'est ce que je vous ai dit. Sur le plateau. La raconte de ce monsieur que j'ai fait là, vraiment, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Moi, aujourd'hui, quelqu'un peut me gifler et puis ne pas répondre. Ça va vous aider, je veux dire, le fait de venir en parler, ça va vous aider, on va dire, à guérir de ce sentiment de culpabilité. En dehors de cela, c'est-à-dire, aujourd'hui, s'il y a les gens qui ont les amis ou les camarades qui vivent de cette manière, quand même, il peut en parler. Tout à fait. Il peut en parler, c'est vrai. Parce que il faut avoir le courage, pour résumer, il faut avoir le courage de pouvoir donner des conseils à notre ami, quel que soit l'amour qu'on a pour Effectivement, lui. Madame. Il faut aussi pouvoir peut-être approcher avec la manière les parents pour dire attention, mon ami est en danger. Les jeunes, vous êtes là, vous entendez bien. Hein, parce que si vous n'êtes plus là, je veux dire qu'il n'y a plus d'amusement, il n'y a plus d'autre chose parce que la vie, c'est terminé. Donc il faut pouvoir préserver sa vie. Il faut pouvoir veiller sur ton camarade, c'est important. Merci encore à vous d'être venu nous partager cette expérience. En tout cas, on vous soutient et on espère qu'à partir de cette émission, ça sera vraiment fini, que vous allez vivre normalement. On applaudit notre invité sur ce... Merci beaucoup. On va partir donc pour une page publicitaire et on se retrouve dans quelques petits instants.